Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a lancé ce matin les travaux de construction du nouveau chantier naval. Dans l'actualité africaine, l'ONU avertit sur la pire invasion de criquets pèlerins depuis plus de 70 ans. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par le lancement du nouveau chantier de réparation navale. Il s'agit d'une infrastructure qui aura son établissement au sein de l'ancien port de Djibouti reconverti en quartier d'affaires. La réalisation de ce futur chantier de réparation navale a vocation à accroître la capacité de Djibouti à cadrer avec un profil optimal de hub logistique et de plateforme multimodale pour les échanges économiques et commerciaux. La suite dans ce commentaire de Samantha Saïd. C'est sous un ciel nuageux que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadr Mohamed Haïd, a procédé aux travaux de lancement du nouveau chantier de réparation navale, une nouvelle structure mobile qui aura comme principale mission la réparation, l'entretien et la maintenance des gros mastodontes de la mer. En effet, ce chantier naval sera le point de convergence de tout un réseau de fournisseurs, de produits et de services. La nouvelle structure sera financée par la Great Old Investment Holding et construite par la société hollandaise Damen, qui va apporter son expertise et son savoir-faire dans ce domaine. Le lancement de ce travaux traduit l'ambition de la République de Djibouti et son devenir une destination incontournable du commerce de la région. Ce projet est d'une importance capitale dont la croissance économique aura pour conséquence de générer une 60aine d'emplois dans sa première phase et il sera porteur d'une 100aine d'emplois dans le domaine de la soudure, de l'électricité, de la peinture et de la mécanique. Point n'est besoin de rappeler qu'à l'arrivage du navire Africa Sun, la République de Djibouti ajoute aujourd'hui cette nouvelle corde à son arc, celui du futur chantier naval installé sur le long de sa façade maritime, doté d'infrastructures de dernière génération. Et en entamant la série des interventions, le directeur de la société Damen a indiqué qu'en offrant ce service supplémentaire à tous les navires faisant escale au port de Djibouti, Djibouti devient un véritable hub de services maritimes dans la région. Nous l'écoutons. La société Damen indique dans son intervention qu'avec cette installation, la Great Old Investment Holding et Damen sécurisent cette collaboration en introduisant la réparation et l'entretien des navires dans le port de Djibouti. En offrant ces services supplémentaires à tous les navires faisant escale au port de Djibouti, Djibouti devient encore plus un véritable hub de services maritimes dans la région. Et nous sommes là pour vous servir. L'initiative du projet a déjà commencé en 2016 et les premières croquis ont été montrés au début 2017. L'engouement pour ce chantier Ship Repair est réciproque puisque Damen est invité à participer à la nouvelle entité pour apporter une assistance à la gestion et formation. Grâce à notre expérience dans ce domaine à travers le monde, nous sommes prêts à le faire. L'idée de démarrer une installation Ship Repair à Djibouti est très logique. Tout d'abord, en raison de votre emplacement très stratégique du port de Djibouti dans le goulot d'étranglement de la mer Rouge et d'autre part, d'avoir une clientèle avec des escales de nombreux grands cargos, de navires militaires de tous les continents
et bien sûr la flotte croissante des navires appartenant au gouvernement de Djibouti. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué pour sa part que les compagnies maritimes du monde entier viennent à Djibouti et désormais Djibouti sera une étape clé de leur voyage alors qu'elles traversent le monde pour livrer des marchandises. Cela comprend les fournitures d'une grande variété de services que les navires exigent au-delà du chargement, du déchargement des conteneurs ou des marchandises. Ce soutages au changement d'équipage ou en passant par les réparations de base si nécessaire à mesure que les navires grandissent, les armateurs deviennent de plus en plus sélectifs dans les escales portuaires tout au long de leur voyage. C'est pourquoi, conformément à la vision du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, nous avons initié en 2013 l'objectif de faire de Djibouti un centre maritime international. Après plusieurs jalons, nous lançons aujourd'hui la construction d'un autre élément clé de cette vision. Nous sommes particulièrement fiers de cette étape compte tenu du contexte marqué par la pandémie du Covid-19. En ce qui concerne ce point, la Banque mondiale prévoit que l'économie mondiale sera confrontée à une récession de 4 milliards de dollars. Et dans son intervention, le ministre des Transports a rappelé que le lancement de ces travaux traduit l'ambition de la République de Djibouti pour faire de Djibouti une destination incontournable du commerce international. Le président est un jour d'exception, un jour mémorable, historique pour notre politique de transport maritime en général, pour nos ports et notre industrie en particulier. C'est un jour d'une immense fierté pour notre pays. C'est la raison pour laquelle je voudrais exprimer ô combien je suis à la fois honoré et fier de prendre part à vos côtés à la pose de la première pierre d'un projet d'une grande envergure qui va métamorphoser notre paysage littoral. Ce projet de chantier de réparation des navires représentera pour nos ports une opportunité historique de développer ces activités d'exploitation portière et industrielle en créant des emplois qualifiés, et c'est sur plusieurs décennies. De nos jours, les ports ne se contentent plus de chargement et de déchargement de marchandises pour s'imposer et être compétitifs, mais s'engagent également à créer des activités connexes, périphériques, qui font la différence sur un marché très concurrentiel et qui font en sorte que le choix se portera vers leurs infrastructures telles que le pôle d'industrie lourde des démergeurs sur plus de 3000 hectares avec une usine de liquéfaction de gaz et de stockage pétrolier, une raffinerie de pétrole, une usine de ciment et aujourd'hui ces chantiers de réparation. Un chantier naval sur le Bab el-Mandab au carrefour des 3 continents, situé sur une route de navigation intense, est considéré comme le 4e point de passage maritime le plus important en matière de transport du pétrole entre la péninsule arabique et l'Europe, reliant la mer Rouge à la Méditerranée, ne peut avoir qu'un avenir prometteur. Une route vitale, un point névralgique du commerce mondial, certes, mais aussi une route à risque de par ses reliefs où aucun chantier de réparation n'existe sur plus de 2891 milles nautiques, soit 5354 km de navigation entre Dubaï et Port Saïd. Mesdames et messieurs, ces nouvelles infrastructures compléteront indéniablement le maillon de la chantier portière et stimuleront aussi l'économie du pays. Et dans un discours fait en Somalie, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a indiqué que la mise en place d'un service de réparation, d'entretien, de maintenance de gros navires s'avère donc nécessaire actuellement pour permettre au pays de tirer pleinement profit de sa situation stratégique. On écoute un premier extrait de son intervention.
الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Je me trouve devant vous aujourd'hui pour louer ce projet qui nous a réunis. Je remercie avant tout la société Dayman qui travaille étroitement avec la République de Djibouti depuis 30 ans. En venant ici, vous avez tous vu une usine mobile qui a pour mission de réparer les petits navires. Il fut un temps où pour réparer les remorqueurs, on les emmenait à Aden, au Yémen. Petit à petit, notre capacité à matérialiser nos ambitions s'est renforcée. Notre savoir et nos connaissances se sont élargies. Que nos réalisations puissent répondre aux besoins de notre pays. Et par-dessus tout, que celles puissent servir à répondre aussi aux besoins des autres pays. Cela nécessite des investissements importants, une connaissance, un savoir-faire important et fait partie du développement. Si la richesse et les ressources de notre pays nous guident dans son littoral et la mer, si nous avons ouvert notre porte vers l'océan, que notre futur dépend des bateaux et du commerce international, alors il va de soi que nous devons posséder tout ce qui est nécessaire, que cela soit en termes d'équipement ou encore de connaissances. En termes de connaissances, les jeunes que vous avez aperçus en seront les premiers bénéficiaires de ce projet, car ils ont les connaissances nécessaires. Aujourd'hui, s'il n'y avait eu notre université, nous n'aurions pas pu avoir la main-d'œuvre requise. Il aurait fallu qu'ils réapprennent tout. Mais aujourd'hui, il va sans dire qu'ils doivent aller à la source pour voir comment cela se passe. Ils doivent voir ces rouages, peut-être connaître ce qu'on attend d'eux afin de prévenir ou encore anticiper toutes choses. Dans un second volet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh n'a pas manqué de rappeler les opportunités qu'offriront donc ces chantiers lorsqu'ils seront opérationnels, surtout pour les jeunes. Nous devons avant tout de notre côté afin que nous puissions atteindre le développement, que notre population puisse être embauchée dans notre pays. Et non en dehors, nous prions Allah pour cela. La société de construction navale, Dayman, fabrique tous les remorqueurs que nous possédons. Nous avons de très bonnes relations avec eux. Si aujourd'hui nos relations ont abouti à ce stade, cela traduit notre satisfaction de leur service et nous devons tirer profit de leur savoir. Ces projets dont ils vont nous aider à entreprendre est de 200 millions de dollars. C'est une somme importante. Vous devez garder à l'esprit ces dividendes et bénéfices sont encore plus importants. Une fois accompli, cette structure permettra de faire connaître notre pays dans la sphère maritime et portuaire mondiale. Toutes sortes de navires accosteront à Djibouti si nous apporterons tous les moyens nécessaires, que cela soit les services, les réparations et autres. Alors personne ne dira où se situe la République de Djibouti. Nous félicitons et prions pour quelle famille du port afin qu'elle puisse protéger ses bijoux et que dans 2 ans, nous puissions voir ses premiers fruits. Une fois les différentes allocutions terminées, eh bien, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de ce nouveau chantier de réparation navale. Le PDSA, rappelons-le, sera une cale sèche capable de soulever et de maintenir hors de l'eau les navires gros porteurs de 217 mètres de long, 37 mètres de large et 10 mètres de hauteur. La mise en place d'un service de réparation, d'entretien, de maintenance de gros navires est une nécessité qui permettra au pays de tirer pleinement profit de la situation stratégique au carrefour de deux des 3 routes maritimes les plus fréquentées au monde. runtii waxa tahay bulshooy safir barakaysano tawciidka islaamka iyo midya dhaqantaba galay xaqiiq kugu tiirsano wanaagga ku talax tagtay. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, a inauguré le groupe, a inauguré ce matin en présence du ministre de l'économie et des finances, le groupe Affaires franco-djiboutien. Et donc, cette inauguration des principaux intervenants, lors de cette inauguration, les différents intervenants ont pu prononcer des discours et ont ensuite participé à une séance de questions-réponses avec le public. Cette séquence a permis au public de mieux connaître et comprendre la mission du GAFT, les relations entretenues avec les différentes institutions djiboutiennes et françaises, et a également permis à plusieurs jeunes entrepreneurs lauréats du Challenge 1000 Sommets Afrique-France
chance de présenter leurs projets et leur cheminement. Il convient de noter que le GAFT est un groupe d'échange animé par 25 entrepreneurs français et djiboutiens. En fondant ce groupe, l'ambassade de France et les acteurs économiques expriment leur ambition partagée de renforcer les liens économiques entre les deux pays. Djiboutiens et français, ayant chacun pour ambition de mieux interagir ensemble et avec la France. Composé de 27 membres, le groupe a vocation à accueillir de nombreux entrepreneurs ayant les mêmes ambitions. Ainsi, à travers notre groupement, nous poursuivons essentiellement les objectifs suivants. Être un lieu d'échange et de promotion avec diverses entités régionales pour encourager l'intégration régionale de Djibouti. Réfléchir et proposer aux autorités nationales des pistes d'amélioration pour le développement du secteur privé à Djibouti. Cette commission est très jeune. En sont membres 3 autres personnes que moi ici, Luc Maril, Maxime Germain qui est absent et Christophe Durand qui est présent. Oui, à part moi, c'est une commission très jeune. Je souhaiterais d'ailleurs que d'autres membres du GAFT nous réunissent, mais nous rejoignent, mais on en parlera. Nous avons créé lors de la première Assemblée générale ordinaire de Djibouti de 2020, afin de pouvoir donner une dimension supplémentaire à notre association. Et dans son intervention, l'ambassadeur de France à Djibouti a rappelé que le GAFT a pour vocation d'améliorer les interactions entre entrepreneurs afin de valoriser l'attractivité de Djibouti auprès des investisseurs et renforcer ainsi les échanges bilatéraux. Et je crois qu'on est au cœur, Monsieur le Ministre, de ce que la France et Djibouti peuvent faire ensemble. Promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat, promouvoir les échanges, promouvoir l'emploi, promouvoir une croissance inclusive, partagée, pérenne, sont au cœur de notre feuille de route, conjointe en quelque sorte. Le GAFT, Kadra vient d'en parler, c'est une trentaine de membres, français, djiboutiens, djibouto-français, franco-djiboutiens. C'est bon signe, il y a de plus en plus de monde qui veulent nous rejoindre, Monsieur le Ministre. C'est un signe de bonne santé. Ce sont des groupes qui réunissent plusieurs milliers de salariés à Djibouti et qui représentent un chiffre d'affaires global de près d'1 demi-milliard d'euros, Monsieur le Ministre. Kadra vient d'évoquer les très nombreuses activités qui sont celles du groupe. C'est un lieu de débat, un lieu d'échange tout d'abord, à la fois en franchise, sur des sujets aussi bien économiques que politiques, que commerciaux. C'est aussi un lieu de partenariat. Nous en avons signé un certain nombre, y compris avec le CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique. C'est aussi un lieu d'action. Comme la présidente vient de le dire, nous soutenons depuis 1 an une jeune boursière djiboutienne qui fait ses études en France et qui est appelée à un brillant avenir. Nous soutenons aussi depuis plusieurs mois, et André Massida nous en dira un mot, une dizaine de jeunes entrepreneurs que je salue, djiboutiens, qui sont venus avec des idées, qui sont venus avec des projets, et que le groupe, dans sa globalité, va soutenir, va mentorer, va appuyer, pour que demain, encore une fois, il contribue à la croissance du pays. Et quant au ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, il a indiqué que le dialogue public-privé et l'entrepreneuriat sont les maillons importants de l'économie. L'économie de Djibouti, on le sait tous, elle a été tirée par des investissements publics pendant quelques années et a été tirée principalement par un secteur qui reste toujours hautement stratégique pour Djibouti, sur la logistique et les transports. Le moment est venu pour shifter vers une autre économie beaucoup plus vibrante et tirée par le secteur privé. Et donc, ça m'amène à la question du dialogue public-privé que nous encourageons et nous vraiment souhaitons davantage s'installer et sous différentes formes.
Pour avoir le dialogue public-privé, nous encourageons également à ce qu'il y ait un dialogue intra-privé. Et le GAFT, entre autres, agit dans ce sens-là. Un dialogue entre les acteurs djiboutiens et français. Parce que la France va être également très importante dans cette transformation de l'économie djiboutienne que nous souhaitons dans les années à venir marquer. C'est pour cela que je profite de l'occasion pour citer quelques exemples qui nous inspirent beaucoup. Récemment, j'ai eu l'occasion de tweeter le groupe Maril et son rôle à Djibouti avec 50 ans de partenariat avec une marque internationale. C'est une société franco-djiboutienne et c'est ce type de société que nous célébrons à Djibouti. Ce partenariat public-privé, nous l'encourageons, je l'encourage personnellement. Nous souhaitons voir de plus en plus profonde, sincère et productive. Nous souhaitons également voir des groupes thématiques dans des différents secteurs porteurs. Je disais tout à l'heure que l'économie de Djibouti est principalement portée par un seul secteur. Or, le potentiel est énorme. On sait dans le secteur du tourisme, dans le secteur du digital, mais également dans le secteur du bâtiment. Nous estimons qu'il y a un bassin ici d'opportunités pour accélérer la croissance et la transformation de Djibouti. Je suis très heureux d'apprendre que le GAFT également subventionne des jeunes ou en tout cas organise des opérations de mentoring également. Nous vous encourageons d'aller de l'avant. La directrice générale du centre clé est là. Je vois un autre acteur actif dans l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation, le directeur de la CITID, M. Samatar. Et cette semaine, on a eu cette belle semaine pour fêter l'entrepreneuriat à Djibouti également. Et parlons brièvement de météo, eh bien le vent soufflera du secteur Est et la visibilité sera bonne puisque après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale, mais aussi sur le reste du territoire, comme les régions de l'intérieur, nous l'avons vu à Obok, eh bien la vigilance reste de mise. Sur les routes, la mer sera peu agitée au large. En ce qui concerne les pluies, eh bien celles-ci peut-être couleront-elles par intermittence. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a présidé avant-hier une cérémonie au Palais du Peuple dédiée au lancement d'un vaste programme de mise à niveau des centres de l'enseignement coranique à Djibouti. Cet événement marque l'intérêt que porte le département des Affaires musulmanes à la promotion de la mémorisation de Saint-Coran. Ont assisté à cette cérémonie des hauts cadres du ministère, le corps religieux, des responsables des centres coraniques. Il est à noter enfin que le Haut Conseil islamique est chargé de la mise en œuvre de ce programme visant à restructurer et à développer des conditions didactiques de l'enseignement du Coran afin d'améliorer le cadre d'accueil et rénover les méthodes de mémorisation du Saint-Coran. Dans son allocution, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'enseignement coranique en optimisant des méthodes pédagogiques didactiques. Le ministre s'est réjoui de consacrer cette cérémonie au lancement d'un programme ambitieux visant à développer et à réactiver le rôle des centres de mémorisation du Coran au niveau national. Il a également souligné l'importance que revêt la réorganisation de l'enseignement du Coran en vue de maximaliser son rôle pédagogique qui fait partie intégrante de l'éducation de chaque enfant musulman.
Dans le cadre de la continuité des rencontres sectorielles, le ministre du Travail a organisé au Kempinski Palace Hotel un déjeuner professionnel pour un élan social des promoteurs. Également ont pris part à cette rencontre le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, ainsi que les différents représentants d'organismes internationaux tels que les Nations Unies qui étaient présents à ce déjeuner. Les différentes personnalités présentes ont tour à tour pris la parole pour donner leur avis, expliquer comment apporter leur pierre à l'édifice à la promotion de l'emploi décent en République de Djibouti. Le ministre des Finances a quant à lui mis parler des voies et moyens de trouver une issue favorable susceptible de favoriser la politique nationale chargée de l'emploi. Pour trouver l'emploiement pour le jeune Djiboutien, la jeunesse à Djibouti, c'est l'avenir. À cause de ça, c'est très important que nous travaillions ensemble, pour assurer qu'ils ont beaucoup d'employabilité, l'emploiement, et pour réduire le chômage ici à Djibouti. À cause de ça, nous sommes à USAID, nom de le gouvernement des États-Unis. Nous sommes comme toujours à côté de le gouvernement de Djibouti pour travailler, pour adresser ces problèmes. Le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu ce dimanche en audience les secrétaires généraux des conseils régionaux nouvellement nommés. L'entrée en fonction de ces responsables de l'administration locale constitue une avancée importante dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation. C'est ainsi que le ministre Aramis a fait sentir à ses interlocuteurs en les invitant à une séance d'échange au cours de laquelle il leur a rappelé que les conseils régionaux auront donc l'opérationnalisation. Leurs missions vont donc être comblées avec un déficit évident, celui de la coordination des activités de management des services régionaux. Le ministre a rappelé aux secrétaires généraux des conseils régionaux que dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, ils seront amenés à gérer des femmes et des hommes en but à beaucoup de difficultés venues d'horizons divers tels que la société civile, les chefferies traditionnelles, les représentants de groupements professionnels et les autorités religieuses. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre cette intervention du ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Organiser cet échange en présence des présidents et des conseils régionaux à l'adresse de nouveaux secrétaires généraux. Tout d'abord, il est important pour moi de marquer cette étape en vous facilitant vivement et personnellement persuadé que votre mission d'intérêt pour la mise en œuvre de la politique nationale est essentielle. Secondo, je me devais de vous dire de vive voix que les conseils régionaux, avec l'opéralisation de votre mission, vont enfin combler un déficit évident, celui de la coordination des activités et l'aménagement des services régionaux. C'est dans deux leviers cruciaux sur lesquels nous allons ensemble capitaliser les actions réformes engagées avec les orientations claires données par le chef de l'État. Tertio, je n'ai pas sollicité cette rencontre pour vous reparler de vos termes de référence ou de votre feuille de route que vous connaissez déjà. Encore moins de vos rôles et tâches qui sont déclinés et maintes reprises. Nous devions nous voir tous ensemble pour avoir une conception commune des défis qui nous attendent, évoquer ensemble notre adhésion démultipliée qu'aux services délivrés pour le bien-être de nos populations, adopter notre compréhension commune des valeurs essentielles, défendre pour une gouvernance locale réussie. Dès lors, il vous faudra vous doter d'une grande patience, doublée d'un esprit d'équipe, devant résister à toute épreuve, faire montrer une capacité à dialoguer avec une ouverture d'esprit pour drainer une adhésion durable autour de vos actions. Vous saurez que c'est un grand challenge que vous apprendrez. Des citoyens comme eux vont apprendre de vous. Pour cela, il faut estimer de soi ainsi que le respect de l'autre, mais aussi la capacité de tolérer les points de vue divergents, par exemple. Il ne s'agit pas pour mon département de vous lancer dans un océan de problèmes, de vous tourner le dos. Il faut installer. Au contraire, notre département va tout faire pour renforcer votre administration. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons recueilli pour vous les impressions du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younis Sarri. Aujourd'hui, c'est
sera une journée historique, surtout dans les annales du processus de la décentralisation qui a été mis en place dans le siège de notre République. Parce que comme vous le savez, depuis 2006, la République de Djibouti a mis ce processus et les premières élections régionales et communales ont eu lieu depuis 2006. Depuis 2006, la loi précise que du moment que ce processus a besoin de compétences humaines en matière de ressources humaines, dans la loi, il est stimulé à ce que, au niveau de chaque conseil régional et au niveau de la mairie de Djibouti, à ce qu'il y ait un secrétaire général. C'est quoi le rôle de ce secrétaire général? Du moment qu'il y a une administration locale, c'est la cheville ouvrière de cette administration locale. Donc on attendait depuis ce temps-là, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et aujourd'hui, l'objectif principal de cette réunion, c'était l'intronisation des différents secrétaires généraux de 5 régions de l'intérieur. Donc le ministre a voulu marquer de son empreinte cette journée historique qui rentre bien sûr, comme je le disais, dans ce processus. Dans l'actualité également, le général de corps armés, Zakaria Cheribrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau Cheikh Ousmane ce matin l'attaché de défense des États-Unis à Djibouti, le capitaine de vaisseau Sam Hiles, afin de le décorer de la médaille de l'officier de l'ordre 27 juin pour son dévouement et ses efforts dans le cadre de renforcement de la coopération entre les deux pays. Le SEMGA, par la suite, félicité l'attaché de défense américain pour sa distinction et lui a souhaité bonne continuation dans ses autres fonctions. Le capitaine de vaisseau Hiles est attaché de défense des États-Unis depuis octobre 2018. Pendant ce temps, il a travaillé en étroite collaboration avec les forces armées de Djibouti et le gouvernement, plus particulièrement la direction des relations internationales des FAD, pour assurer un partenariat étroit et efficace en matière de défense. Tout au long de son séjour ici, le capitaine Hiles a entretenu des relations étroites, notamment avec les forces armées et le gouvernement. Son fonction à Djibouti touchera fin d'ici 5 décembre prochain. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ont organisé une kermesse qui a eu lieu à Alisabi. À cet effet, les enfants ont participé massivement aux différents concours qui ont été organisés en présence des directeurs régionaux, d'Alisabi, de représentants du bureau régional du ministère de la Femme et de la Famille. Cette grande journée a permis de rassembler un nombre très important d'enfants venant de tous les quartiers de la ville à Sajou. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec une grande tristesse que l'ambassade de la République de Djibouti au Caire annonce le décès de Adel Othman Ali, qui a servi à l'ambassade d'Égypte pendant 17 ans, dont le décès est survenu aujourd'hui jeudi 26 novembre au Caire, laissant derrière lui une épouse, 3 enfants. En cette douloureuse circonstance, l'ambassade, les diplomates, l'ensemble des personnels de l'ambassade de la communauté djiboutienne résidant en Égypte présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et prient le miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité régionale en Afrique de l'Est. Une agence des Nations Unies met en garde contre des nouvelles vagues d'essaims de criquets pèlerins dans la région de la Corne de l'Afrique après l'arrivée du cyclone Gati en Somalie. Les pluies fortes devraient permettre une reproduction à grande échelle des insectes ravageurs. Les essaims devraient se déplacer vers la Somalie et l'Éthiopie pour atteindre le nord du Kenya à partir de la 2e semaine de décembre selon la FAO. Il s'agit de la pire invasion des criquets pèlerins depuis plus de 70 ans. Voilà, c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.